Bonsoir. Je vais vous raconter mes vacances à Barcelone. Non, je plaisante. Barcelone ne s'appelle plus le Mobile World Congress, mais s'appelle MWC Series, ce qui fait un peu rallye automobile, mais qui correspond à une certaine réalité, qui est que, d'une part, la mobilité en tant que telle est une notion, on va dire, un peu mainstream, et qu'aujourd'hui, on parle quand même plus volontiers de connectivité, et c'est un peu l'objet de ce bilan, de dire qu'on élargit vraiment la problématique du mobile à une problématique de connexion. La deuxième, ça s'appelle Series, parce que tout simplement, il y en a un à Shanghai en juin, un à Los Angeles en octobre, et un à Barcelone en mars. Alors, en chiffres, c'est un très gros salon dont le thème était Intelligent Connectivity. 109 000 participants, 7 900 CEOs, 3 640 médias, 2 400 exposants, ce qui représente à peu près la même chose que l'an dernier. Et il y a un side event qui s'appelle 4 Years From Now, qui a lieu à l'ancien palais des congrès de Barcelone, et dans laquelle c'est 100% start-up. Donc on a visité les deux. Alors, les 6 tendances qui se dégagent, en dehors de tout ce qu'on peut lire dans la presse grand public, mais qu'on voudrait essayer de voir un peu sous l'angle des opportunités pour le marketing, sont au nombre de 5 plus 1. 5G Ready, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on entend parler de 5G au Mobile World Congress, donc cette fois-ci, c'est prêt. L'IoT et l'énorme champ qu'elle ouvre par l'assemblage de technologies qui se rencontrent grâce à la connectivité et qui permettent en fait un champ des possibles qui est très important. La biométrie, tout ce qui est reconnaissance, le contenu immersif et les nouveaux devices, là, c'est là où on parle de toutes les annonces qu'on a entendues cette semaine, et on va essayer de leur donner un peu de sens. Et puis en bonus track, ce qu'on a préféré à 4 Years From Now. Donc 5G Ready, on a essayé de faire un petit bilan de toutes les annonces un peu éparses qui ont lieu. Globalement, 11 opérateurs ont lancé une 5G dans la vraie vie. Les États-Unis, avec Verizon, AT&T, vous verrez tout à l'heure un tableau qui le résume. La Corée, la Finlande, patrie de Nokia, c'était la moindre des choses. L'Italie, à travers TIM, et qui est opérateur en Slovénie également, puisque là, il y a quelques drapeaux qu'on ne connaît pas tous. Le Lesotho, Vodacom s'est engagé au Lesotho. Alors, je pense que l'éligibilité, c'est la petite étendue du réseau plus que le marché, et le Qatar. Après, il y a eu un grand nombre d'annonces de tests, dont la France qui se dit en phase de pré-commercialisation. Alors, juste un petit rappel, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais sur ce qu'est la 5G vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, la 5G qui se développe, c'est plutôt une 4.9G, c'est-à-dire c'est une 4G dopée. Alors, elle est dopée à quoi? Elle est dopée à la LTE, donc qui est un ajout qu'on fait sur les réseaux. Et aujourd'hui, en fait, on dope les réseaux 4G existants. L'étape d'après, c'est de vraiment... c'est un peu comme ce qui a été fait sur la HD avec le D2 Max, c'est-à-dire qu'on prépare un parc de terminaux qui est compatible avec le réseau qu'on modifiera ensuite. Pour faire de la vraie 5G, d'abord il faut des processeurs 5G, et puis il faut un réseau 5G. Et même il faut un réseau 5G qui est avec des contraintes différentes, et de bande de fréquence et de densité. Vous avez vu dans la carte précédente qu'il y avait plusieurs bandes de fréquence et plusieurs spectres qui étaient privilégiés par les opérateurs. Donc tout ça est encore assez composite, avec des particularismes nationaux, bien sûr. Alors, la révolution 5G, c'est quoi? En fait, ce sont 3 axes. Le premier, c'est d'avoir une bande de fréquence, un débit qui est plus important. Le deuxième axe, c'est le fait d'avoir un temps de latence qui est plus court, c'est-à-dire un temps de réaction qui permet une plus grande fiabilité dans l'interaction entre l'homme et la machine. Et ensuite, c'est la possibilité de faire communiquer entre elles de manière massive des machines. Numériquement, ça veut dire quoi? Sur l'axe du haut, c'est un débit 10 fois plus rapide.
Sur la diminution des taux de latence, c'est un taux de latence divisé par 10. Et sur la communication entre machines, ça veut dire 1 million de machines qui peuvent être connectées en simultané par kilomètre carré. Donc c'est vraiment la possibilité de connecter à peu près tout et n'importe quoi avant qu'on arrive à la saturation. Je pense qu'on a un petit peu le temps. Alors, qui est prêt aujourd'hui? Alors en fait, c'est là qu'on voit que toute la politique à l'œuvre, c'est que autant il y a beaucoup d'opérateurs qui se disent prêts, qui sont en phase de pré-commercialisation ou de commercialisation, autant finalement ceux qui sont capables de produire et les infrastructures et la connectivité sont peu nombreux. Aujourd'hui, les processeurs 5G, seuls 3 opérateurs sont capables ont lancé des puces 5G, Huawei, Qualcomm et Intel. Et du côté des infrastructures de réseau, on a 2 Chinois, Huawei et ZTE, on a un Coréen, Samsung, on a Nokia Ericsson pour l'Europe et on a Cisco pour les États-Unis. Alors, pourquoi la Chine est au centre du jeu? Bien parce que justement elle est en avance. Donc Cisco de son côté a fait un certain nombre d'annonces et notamment a annoncé un gros partenariat avec Rakuten sur le cloud 5G au Mobile World Congress. Et Nokia et Ericsson se positionnent plutôt de manière stratégique sur les problématiques industrielles, puisque finalement c'est l'industrie qui va fournir le premier débouché et la première voie de rentabilisation de la 5G. Et puis, bien, on attendait évidemment Huawei. Ils étaient extrêmement présents sur 4 halls différents, dont dans le hall 1, pratiquement la moitié de la surface, des chefs d'État, des représentants, des directeurs, il y avait vraiment de tout. Et c'était vraiment mission rassurer le marché, puisque suite aux différentes mises en cause, et je crois que c'était juste avant qu'ils n'attaquent les États-Unis, ils étaient vraiment dans une mission réassurance. Et donc, le rotating CEO, puisqu'à chez Huawei, le PDG est tournant. Donc Guoping a déclaré qu'évidemment, il n'avait jamais utilisé de portes dérobées sur les équipements, tout en disant sur le ton de l'humour qu'on ne pouvait pas faire sans eux, puisque la 5G sans Huawei, c'est comme le rugby sans la Nouvelle-Zélande. Et il est vrai qu'aujourd'hui, celui qui veut être dans les temps dépend de Huawei. Alors, sur le stand de Huawei, notamment, il y avait une démonstration où on entrait son pays et on trouvait le potentiel IoT et les prévisions en 2025. Donc, on voit que la France se situe dans les 10 premiers, que la moyenne de potentiel mondial est de 5 et que nous, on est à 6,7. Donc, je vous laisse regarder ce que ça donne en termes de potentiel. L'automobile est la première potentialité, et la deuxième est dans le retail et dans la supply chain. Et donc, chaque pays testait un peu son potentiel. Alors, ça m'amène à une première question. C'est parti. Donc, le retour sur investissement de la 5G, à votre avis, c'est dans 8 ans, dans 12 ans ou dans 15 ans, je veux dire par là, après le lancement, évidemment. Ah. 7 votants. Tout le monde s'est exprimé. Il y avait 9 initialisés, donc j'ai 9 répondants, c'est parfait. Non, 11, ça continue. C'est bon? Encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, c'est gagné. C'est effectivement 12 ans, ce qui correspond au retour sur investissement de la 4G. Donc, même si les investissements sont colossaux, puisqu'on parle de 27 milliards de dollars d'ici fin 2022, le retour sur investissement attendu est le même que celui de l'upgrade précédent. Alors, comme je vous le disais, la 5G, c'est avant tout connecter les objets. On a connecté aujourd'hui 2,4 milliards d'individus. Maintenant, il faut connecter des milliards et des milliards d'objets. Mais pourquoi faire? Alors, il y a un petit film là qui résume très bien ça. Je vous laisse le regarder. 5G is taking off now. With commercial networks going live globally. At Ericsson, we've played a pivotal role in this technological milestone, but it hasn't been a singular effort.
Collaboration between us and the world's leading telecom partners has formed the backbone of this journey. Together, we've led a cross-industry ecosystem of expertise, allowing us to develop 5G products and solutions based on the real business needs of today and tomorrow. That means developing advanced beamforming and beam tracking mobility to support high-speed, high-performance data transmissions. Pushing the boundaries for how ultra-low latency can be used in real-time monitoring and control. Opening up possibilities through network slicing so that every connected service can get its own unique part of a 5G network. And virtualizing all key network functions for increased efficiency. At Ericsson, we have been working with interoperability all the way across all bands, completing trials all over the world. Thanks to our collaboration with ecosystem partners, all main 5G spectrum bands are ready for commercial launch. Now's the time for 5G. Voilà, alors on voit que sur les mêmes fonctionnalités, on a vraiment des débouchés extrêmement différents, de la santé à l'automobile et à différentes problématiques. Ce qui revient, c'est une logique d'écosystème, c'est-à-dire que personne ne peut faire ça seul et que donc il faut s'allier. Donc Ericsson, par exemple, présentait des machines avec SK Telecom et a annoncé un accord avec SK Telecom, donc qui est un opérateur sud-coréen. Et Nokia a vraiment fait son stand entièrement sur l'industrie 4.0 et notamment montré son alliance avec Bosch, avec Rexroth, qui est la branche robotique de Bosch. Donc il s'agit vraiment d'associer un réseau qui va permettre aux machines de voir rapidement et de réagir rapidement, mais il faut développer ça conjointement avec la machine. Et là-dessus, l'Europe a quand même une carte à jouer, parce que cette logique d'écosystème, on l'a forcément, puisqu'on a des opérateurs internationaux. Et donc, si la Chine a une bonne logique de R&D et d'écosystème, on n'est pas mal non plus. Et j'ai omis de dire que SAP aussi Oui ? Quel est l'intérêt de la 5G en plus? Après, il y a encore d'autres bas débit, aussi l'aura. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, on le fait avant tout pour faire du haut débit, plutôt que du bas débit. Mais massif, quand on dit massif IoT, alors il y a une partie pour les véhicules autonomes, etc., pour la partie SWAT, mais pour le bas débit, massif IoT, normalement, c'était aussi le rythme bas débit, basse consommation. C'est pas ça. En fait, il faut jouer entre les trois pointes. C'est-à-dire, soit on connecte beaucoup de choses avec un débit plus petit, soit on fait du débit très puissant avec moins de choses connectées. Alors, certains disent aussi que la 5G pourrait remplacer le Wi-Fi à terme, c'est-à-dire traverser, y compris les espaces privés, et donc être un espèce d'espace illimité, et donc remplacerait un certain nombre de fonctions existantes. Enfin, il y a quand même un problème de marketing et de tarification là-dedans, donc c'est une piste parmi d'autres, mais voilà, je pense que c'est pas développé pour, mais en fait, en jouant sur les trois dimensions, ça peut parfaitement embrasser du bas débit, puisque qui peut le plus, peut le moins. Mais en termes de marché, moi, j'ai pas le sentiment que le marché soit tourné vers le bas débit, là, aujourd'hui. Ça viendra peut-être après, mais... Voilà, et SAP a également annoncé qu'il se lançait dans l'IoT, puisqu'ils font déjà des systèmes, des couches logicielles pour l'industrie, et donc se lancent aussi dans la couche d'interopérabilité 5G. Voilà, juste sur le point particulier de la voiture, ce n'est pas une fiction. Ces ravissants villages sont des tests pour voitures autonomes M-City, G-Town au Japon et la Corée. Des voitures autonomes roulent tous les jours pour fonctionner avec la 5G. Alors, du coup, on a vu pas mal de véhicules. Donc, on en a retenu 3. Donc, de droite à gauche, une fois n'est pas coutume. Le premier est le premier taxi aérien 5G qui a été présenté par les Qataris sur le stand de Ooredoo. Donc, c'est un petit hélicoptère
autonome avec 2 passagers qui a été testé au Qatar. Donc je félicite les courageux qui ont tenté ce truc-là. Et on pouvait découvrir leur vol en réalité virtuelle en s'asseyant dans le taxi. La photo du milieu, c'est le concept car de Seat qui s'appelle Minimo, qui est très inspiré de Twizy de Renault, qui fonctionne sous Android Auto, donc qui est ready aussi pour la 5G, et qui a vraiment corrigé tous les défauts de Twizy, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus haut, la place passager est suffisante, il est vitré, et donc il est entièrement autonome, en tout cas potentiellement, mais c'est un concept car. En revanche, BM proposait une vraie voiture autonome, connectée / autonome, donc qui fonctionne en connecté, mais qui peut passer en autonome. Donc, il présentait à la fois la voiture et à la fois l'interface qu'ils ont imaginée pour cette nouvelle voiture. Et donc, je vous le fais découvrir. Natural human interaction takes place through a combination of speech, gestures, and eye movements. How will we interact with our vehicle in the future? The vision, natural interaction with the vehicle, the same as with a passenger. BMW sensors register customer behavior in a number of ways. BMW enables a whole new way of cockpit interaction. Hey, BMW. What's that? That is the intelligent safety function. Would you like to know more about it? Yes. What kind of restaurant is that? New technologies also make it possible to directly interact with the vehicle environment. That is the Mediterranean restaurant Don Camillo. It has a 4 out of 5-star rating. Do they have a table available tonight? Voilà, vous avez compris l'idée. En gros, c'est une nouvelle interface utilisateur. Donc, je pense que pour nous, marketeurs, c'est quand même une sorte d'univers immersif auquel il faut s'intéresser. Et finalement, c'est peut-être l'automobile qui va faire les standards. Donc, même si l'industrie, c'est un métier, c'est un secteur, je pense qu'il faut vraiment rester très attentif. Dernier débouché qui a été une première dans le cadre de cette manifestation, c'était la première opération chirurgicale réalisée à distance avec la 5G. Donc il y avait la clinique hospitale de Barcelone qui opérait une tumeur du côlon, pour si vous voulez tout savoir, et à distance sur la scène du salon, le docteur donnait les instructions et la précision et le temps de latence étaient suffisants pour que ce soit opérant, c'est le cas de le dire, en attendant qu'un bras robotisé prenne le relais. Donc c'était en direct sur la scène du salon. Alors, une petite question encore. Si vous avez bien regardé mes petites photos du village fantôme, M-City, donc, qui est le centre de test américain, se trouve dans une université. À votre avis, laquelle ? Plus que 10 secondes. Eh bien voilà, c'était l'université du Michigan. On aurait pu penser que c'est dans la cité de l'automobile ou dans celle du digital, mais finalement c'est une troisième voie. Alors, ce qui peut nous intéresser en dehors de l'interface automobile, c'est tout ce qui fait interaction entre la 5G et le public. Et la première, c'est l'authentification et la biométrique, où il y avait pas mal de choses à voir. La première chose à voir, c'était d'abord qu'il y avait une reconnaissance vocale, une reconnaissance visuelle des participants du salon avec l'interface Breeze. Donc on n'avait plus besoin de montrer son badge ou de montrer sa pièce d'identité. On était reconnu facialement en entrant.
Par ailleurs, Oppo a annoncé une technologie que vous voyez ici, qui s'appelle White Zone. En fait, c'est la fingerprint, mais avec une zone 15 fois plus grande, ce qui permet une authentification soit avec le doigt et l'œil, soit avec 2 doigts. Or, la réglementation, notamment financière, dicte 2 sources d'authentification. Donc c'est une façon, avec une interface unique, d'authentifier simultanément 2 éléments de la personne. Et puis FIDO, qui est une organisation organisation qui normalise les codes d'accès et les mots de passe, est en train d'essayer de travailler à la suppression finalement des mots de passe aujourd'hui, ce qui nous arrangerait bien tous, et notamment à certifier Android pour une interface qui est assez intéressante, qui permet à partir de son device de débloquer son PC et inversement. Donc ça marche sur Bluetooth, ça marche sur Wi-Fi et ça marche sur réseau filaire. Et ces quatre navigateurs supportent ce système. Malheureusement, Android est que sur 50% du parc de téléphones. Enfin, en tout cas, le travail de normalisation a été fait. Alors, il y a un opérateur qui a présenté un téléphone qui est particulièrement l'état de l'art sur la biométrie. C'est LG. Donc c'est une reconnaissance en 3D, beaucoup plus fiable. Ça c'est une reconnaissance veineuse. Et vous reconnaissez y compris dans le noir. Et après, il utilise toutes ses fonctionnalités pour optimiser la photo également. Alors, on peut vraiment jouer sur les profondeurs de champ, etc. Voilà, donc la biométrie et toutes les formes de reconnaissance sont vraiment en train de s'imposer de manière de plus en plus fluide pour aller vers la suppression du mot de passe, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, quelques possibilités de la 5G, c'est également de développer les contenus immersifs. Et là-dessus, la grande annonce du salon, ça a été HoloLens 2, donc les lunettes de réalité augmentée de Microsoft, avec de vraies avancées, un champ visuel 2 fois plus grand, une densité d'image qui est vraiment précise puisque c'est du 2K par œil, donc ça commence à être vraiment de la très bonne définition, une meilleure luminosité, une meilleure ergonomie parce qu'on peut mettre ses lunettes en dessous, parce qu'on peut relever ses lunettes pour voir à l'œil nu, enfin vraiment des choses pratiques et ergonomiques. Ils ont vraiment bien travaillé sur l'amélioration de l'ergonomie globale et l'authentification et la reconnaissance vocale qui est bien meilleure. Alors voilà ce qu'on peut faire avec des lunettes augmentées. Is now becoming part of our physical reality. We're leveraging the Azure GPU stack because there we can compute all the graphics in the cloud and then stream just what we need to the HoloLens. On peut appuyer sur des boutons, on peut bouger des objets. It's operating on an Azure IoT cloud environment and it's overlaying that information through mixed reality. Voilà, donc il faut savoir que par exemple dans le cas d'une maintenance industrielle, 50% du temps de réparation d'un appareil consiste à chercher de la documentation. Donc la réalité augmentée permet vraiment de faire des économies d'échelle avec des retours sur investissement de 18 mois à 2 ans. Donc c'est vraiment des enjeux industriels hyper forts.
Alors, il y a un autre constructeur de lunettes augmentées qui s'appelle Magic Leap, qui a levé 2 milliards d'euros auprès d'investisseurs comme Google et qui a annoncé un accord avec le même SK Telecom dans le cadre de la manifestation. Ils étaient déjà en contrat avec AT&T, toujours pour des marchés B2B. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que ce casque a déjà permis une première application de réalité augmentée avec Angry Bird sur le mode ludique. Donc c'est le jeu Angry Bird, mais intégré dans votre intérieur en fonction de votre mobilier. Sachant que Magic Leap a une manette de jeu. Voilà. Donc ces services immersifs, ils permettent vraiment d'imaginer des trucs vraiment sympas. C'est autre chose que le smartphone dans le métro. Alors, par contre, l'immersion, elle est quand même encore limitée. Ici, vous voyez le champ visuel des 3 lunettes existantes sur le marché. Donc, vous voyez qu'HoloLens 2 s'est hissé au niveau de Magic Leap. C'était vraiment sa différence. Mais il y a encore du chemin, puisque aujourd'hui, le champ visuel en VR, c'est le cadre bleu, et la vision humaine, c'est le cadre marron. Donc, on est en grand progrès, mais on n'est pas encore dans l'immersion totale. Voilà, alors on en arrive à l'objet du désir, à savoir le téléphone. Alors finalement, la nouveauté, c'est pas la 5G. La nouveauté, c'est ça. Un petit écran conçu par une licorne qui s'appelle Royol, qui est d'origine chinoise et qui est basée maintenant en Californie, et qui a conçu cet écran, et d'où plein d'idées pour en faire quelque chose. Donc cet écran, on le trouve sur le Huawei Mate X, donc qui a défrayé la chronique, et donc on a pu tenir en main, et qui est assez impressionnant parce que très maniable au niveau de la charnière. Après la solidité, Huawei dit qu'ils sont confiants, mais enfin, quand même, il faut voir à l'usage. Tandis que Galaxy a joué plutôt la sécurité en mettant à l'intérieur l'écran. Le résultat, c'est que l'écran de Huawei est plus grand et que l'objet est vraiment hyper séduisant. Il est plus fin également et il est plus cher. Voilà. Donc, ils sont en train de se lancer, à suivre. Après, il y a LG qui a fait un total hors-sujet, puisqu'on dirait un peu un organizer des années 90. Mais voilà, ils ont eu une interprétation du pliable. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'effectivement, à partir d'une technologie, il y a des propositions qui sont vraiment différentes. Et puis, les autres opérateurs ont voulu montrer qu'ils étaient également de la partie. Xiaomi a montré un téléphone qui se plie en 3, mais l'a montré uniquement en vidéo, on n'a pas pu le voir. Et Oppo également a montré cette interface et également TCL. Donc tout le monde a eu l'écran en main, mais finalement cette nouveauté, elle n'est pas liée à la 5G, elle est liée au fait qu'il y a cette technique et qu'on envisage que grâce au haut débit, on pourra utiliser de la vidéo et donc ça fait sens d'avoir un grand écran. Mais c'est pas la 5G qui amène ça. Et puis il y a la tentation d'avoir des appareils un peu hybrides, comme cette montre connectée qui s'appelle Nubia Alpha. L'autre axe qui a été pris par des gens qui ont peut-être plus de mal à être dans le top 5 des opérateurs, c'est celui des photophones, c'est-à-dire des téléphones vraiment optimisés au niveau image. Donc Sony a présenté 3 modèles au format 21/9, donc qui est un format qui est celui du cinéma, donc le cinéma sans bande noire. C'est ce qu'ils visent et c'est un peu conforme à leur ADN audiovisuel et ce à quoi ils sont très bons. Ils travaillent également sur évidemment des optiques, les mêmes fonctionnalités que je vous ai montrées avec LG, et aussi sur les photos de nuit. On a vu, alors on ne le voit pas très bien malheureusement, mais des photos vraiment prises dans le noir où le téléphone voit mieux que la personne. Et puis Nokia a présenté aussi PureView 9 qui est doté de 5 objectifs, 2 en couleur, 3 en noir et blanc, donc qui permet de jouer justement avec les profondeurs, avec le volume, etc. Donc il y a un vrai marché, un vrai segment premium pour les photophones. Et puis alors il y a eu ça, alors moi je vous dis, je ne sais pas quoi en faire, mais bon, le Blockchain Ready, donc le Exodus 1 de HTC,
qui revendique un système de navigation Internet Opera particulièrement protégé, un portefeuille de cryptocurrencies avec 3 currencies disponibles de Zion. Et puis, c'est à peu près tout, parce que je ne vois pas trop aujourd'hui les débouchés de ce téléphone. Mais bon, on est marketeur, donc on va trouver des idées. Et puis, également, une dernière tendance qui est back to basics, c'est-à-dire que, on aime bien la nostalgie, donc Motorola a ressorti son Razr, c'est-à-dire son téléphone clapé des années 90, mais avec un écran pliable, donc c'est nostalgie made sexy. On a aussi tout un choix de stands, de téléphones waterproof, increvables, sponsorisés par des aventuriers, donc ça existe de manière récurrente. Et puis une sorte d'OVNI, Energizer, donc fabricant de batteries et de piles, qui a lancé une sorte de lampe électrique de téléphone avec 50 heures d'autonomie en appel, donc qui dure une semaine sans être rechargé, qui est très très gros et très très laid. Mais voilà, il y a peut-être un marché. Voilà. Une dernière question ? Mais là, si on se met à avoir des écrans triangulaires complètement mous, ça prendra quoi comme responsive ? Alors, je pense quand même qu'on va garder le carré parce que ça a un vrai sens, nos poches sont carrées et que voilà. Après, le standard, effectivement, le ratio n'est pas standard. Certains essayent du 2/3, certains essayent du 16/9, du 21/9, du maison. Donc c'est vrai que déjà, entre les deux téléphones pliables Samsung et Huawei, déjà, c'est pas le même ratio. Donc ce qui est clair, c'est qu'on essaye un peu, on se teste pour voir ce qu'on pourrait créer de différent et utiliser les vidéos de manière différente. Et donc justement, en fait, moi je vous évoque ça pour qu'on ait un peu la machine à imagination qui commence et à se dire comment on pourrait optimiser ça. Alors après, le responsive, quel que soit le ratio, le responsive marche de la même manière. Donc finalement, c'est sans doute le modèle le plus successful qui va imposer son succès. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est dans une nouvelle habitude avec une offre qu'on n'a pas encore, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit on fait du 21/9 parce que le format cinéma, on le connaît et c'est un format standard, mais il n'est pas inconcevable de dire un nouveau standard va émerger. Mais aujourd'hui, l'offre, on part de ce qui est existant. Donc les films, les séries, la télévision, le 4/3, le 16/9 et le 21/9. Mais oui, en tout cas, ça ne pose pas de difficulté majeure du point de vue responsive. C'est plus un problème, effectivement, de design, un enjeu de design. Alors, du coup, qui n'a pas annoncé d'écran pliable ? Eh bien, écoutez, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, juste pour terminer, parce que j'ai parlé très longtemps, nos 4 coups de cœur de 4 Years From Now. Le premier, qui a une application retail direct, c'est un Ukrainien d'origine qui a lancé cette start-up aux États-Unis. En 2 photos, vous déterminez l'ensemble des tailles très exactes de votre corps. Et ce qui permet, d'une part, c'est très très simple en termes d'interface. Hein, on est de face, de profil. Et à partir de là, il calcule absolument toutes les cotes et ça marche. Ça permet la personnalisation, bien sûr, ça permet la réduction du taux de retour et ça permet aussi d'avoir des insights consommateurs sur la morphologie de ces consommatrices, donc c'est très utile. Le deuxième, c'est une application industrielle, c'est la maintenance prédictive des véhicules par l'étude des vibrations. Donc le but, c'est de ne mettre pas trop de capteurs sur une voiture et donc d'essayer d'optimiser au maximum par la modélisation des vibrations anormales dans une voiture.
L'entreprise lauréate, c'est une entreprise de sécurité parce que l'enjeu de sécurisation des capteurs IoT, c'est énorme. Et c'est une solution qui permet à la fois de se garantir de tout ce qui est attaque par le cloud, par le réseau ou des attaques physiques, et aussi gérer le cycle de vie de l'objet pour le sécuriser jusqu'à sa fin de vie. Et donc, c'est pas une entreprise très tech, mais c'est une entreprise qui est vraiment axée sur la sécurité. Donc je pense que ce qui a été primé, c'est avant tout l'utilité et l'impact et l'effet de levier de cette nouveauté. Et la dernière, c'est finalement, on crée la reconnaissance visuelle. Et bien voilà comment la contrer. En fait, cette boîte israélienne modifie de quelques dizaines de pourcents une photo. Ça se voit à l'œil nu, on ne voit rien. Et en fait, ça la rend non reconnaissable par les moteurs de reconnaissance visuelle existants. Donc Amazon, Google, etc. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de sécuriser des identités, notamment des badges, par exemple, qu'on ne puisse pas scanner le badge et réutiliser et attribuer une reconnaissance différente à cette personne. Et c'est protéger l'identité de personnes sensibles qui sont en déplacement, en mobilité, etc. Donc je trouvais que c'était intéressant de voir que finalement, à peine une innovation arrivée, une autre venait la contrer. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne vous ai pas montré les robots, il y en avait plein, les gens s'amusaient beaucoup, ne se rendant pas toujours compte que c'était réel et non virtuel. Et puis je suis à votre disposition pour des questions. Pas de questions? Oui. Sur le côté immersif, il n'y avait vraiment rien destiné aux particuliers. Parce que vous avez montré au HoloLens une solution il n'y avait pas de B2B, nouveauté. mais il n'y avait pas de, ouais, il n'y avait pas de nouveauté. Il y avait des choses déjà à part les connues. jeux, mais voilà, il n'y avait pas de ok. Ouais. Très bien, merci beaucoup Sandrine. On va laisser maintenant la parole à deux personnes pour présenter un petit peu deux cases. Et donc Pierre-Olivier Haï, donc CTO de En Voiture Simone. Je vous laisse présenter ce que vous faites. Mettez-vous au centre de l'attention pour que tout le monde puisse vous voir et vous écouter. Bonjour à tous. Hop. Difficile de passer après tant de technologies très impressionnantes. Moi, je vais vous ramener un peu plus à la réalité des startups. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de En Voiture Simone. On est une startup assez récente, créée en 2015. On fait du permis de conduire en ligne. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler beaucoup en ce moment dans les médias des auto-écoles qui râlent et tout. C'est nous, les coupables. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on est venu attaquer un monopole qui était le monopole des auto-écoles qui était disséminé un peu partout et qui avait en main l'apprentissage du fameux permis de conduire qui était très cher et ainsi de suite. Donc depuis 2015, on a beaucoup avancé. On a plus de 100 000 élèves maintenant. On a une tranche d'âge assez jeune, vous en doutez, moyenne 24 ans. Pour l'instant, on est sur Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux. Donc on est vraiment une start-up en devenir, on va dire. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la loi de libéralisation du marché. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais en gros, Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, a libéralisé le marché du permis de conduire, tout ça. Et c'est là où il y a eu des opportunités, notamment pour nous. Alors, on m'a demandé de parler des nouveaux challenges de la mobilité. Tout ça, c'est un gros sujet. Je suis CTO, donc je vais vous parler un tout petit peu tech. Mais vous allez voir, c'est un vrai but business. Quand j'ai voulu réfléchir à ce que j'allais vous présenter ce soir, c'était pas évident, mais j'avais envie de dire une chose, c'est le web est mort, longue vie au web. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avoir un site web, ça suffit plus. C'est fini. C'était bien, ça, il y a 10 ans, je faisais du web, c'était cool. Mais maintenant, on ne peut plus juste faire un site web. Il faut être dans les téléphones.
Parce qu'une fois qu'on est dans les téléphones, même si les utilisateurs, on le sait, rouvrent pas les apps et ainsi de suite, on est un pas de plus chez l'utilisateur. On peut récupérer des tas de données, on peut faire beaucoup de choses. Du coup, on a un problème quand on est une petite start-up comme nous, c'est qu'on ne peut pas se permettre de développer de l'Android, de l'iOS, un site web, parce qu'il faut quand même avoir un peu de web. Ça devient compliqué. On a des grosses plateformes qui nous obligent donc à faire du développement natif. On est soumis aussi à leur bon vouloir. C'est-à-dire que si un jour, une de ces plateformes décide de retirer une fonctionnalité, bah, on n'a pas d'autre choix que de faire sans et trouver une autre alternative. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais par exemple Google Maps s'est amusé à devenir très payant d'un coup. Ça a été un gros problème chez nous. Enfin, moi, j'ai eu des vrais crashs à cause de ça. Donc on sent le problème d'être sous l'égide de ces plateformes. En plus, on nous a déjà beaucoup bassiné avec le SEO. Il y a des budgets qui partent de le SEO. Bah maintenant, vous avez un deuxième budget, c'est le ASO. Alors, il faut que vous soyez présent en haut, dans les stores. Donc, c'est encore des billets qui partent. Et bon, alors, les startups, on a de l'argent. Il y a des investisseurs qui ont mis de l'argent, mais quand même, on préférerait l'utiliser pour faire des choses plus produits, peut-être, ou vraiment développer notre business que payer une espèce de rente à ces grandes plateformes. Et puis, il y a un autre point qui, d'un point de vue marketing, pour moi, est aussi très important, c'est l'UX, je dirais l'identité de marque. Quand on est chez Apple, sur iOS, on est obligé de respecter la forme des boutons iOS parce que c'est cool. Quand on est chez Android, il faut utiliser Material parce que c'est ce qui nous oblige un petit peu nativement. Moi, j'aimerais bien, en tant que développeur, en tant que propriétaire de ce que je fais, être un petit peu indépendant et libre de ce que je fais. Du coup, on a le monde de l'open source qui s'est un peu relevé. Et je vais vous faire un tout petit historique de ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on commence à avoir des vraies solutions. Et après, je vais vous expliquer pourquoi en termes de business, c'est important. En gros, vers 2000-2005, on a eu toute la partie Web 2.0. Ça faisait le buzz à l'époque. C'est le moment où on a été assez malin pour sortir des choses comme PHP ou Ruby. Ruby, c'est un peu plus tard, mais comme c'est le mien, je vous le présente. Ça permettait de faire des pages dynamiques qui, en gros, changeaient, le contenu changeait en fonction du moment. Puis, 2007-2010, on a l'arrivée des smartphones. Et là, le web fait plus le poids. Les applications en natif sont beaucoup plus rapides. On a une UX qui est bien meilleure et le web ne peut pas s'aligner. En 2010, on a un nouveau concept, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, du single page application. On a éliminé le concept de quand je navigue, je vais chercher toutes les datas côté serveur, mais on va plutôt au niveau du client, c'est-à-dire dans le navigateur web de l'utilisateur, on va faire toute la navigation à cet endroit-là. Et le serveur ne sert plus qu'à faire une API pour aller récupérer, je dirais, ce qu'il y a en base de données, pour être très, très précis. C'est un gros changement. On a eu Backbone, qui est un peu le précurseur du sujet, et puis Angular, qui est très à la mode aujourd'hui. Et donc, le fait d'avoir beaucoup de JavaScript et beaucoup de code côté client, ça nous a permis de faire un deuxième truc, qui est ce qui sort en ce moment, ce qui est le challenger un petit peu des stores. C'est ce qu'on appelle les progressive web apps. En fait, on ne va plus coder vraiment en natif. On va tout coder en single page application, puis on va encapsuler ça pour livrer ça dans les stores. Ok ? Bon, je vous rassure, j'ai fini avec la partie tech. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Ouais. Ouais. Eh ben, on fait les deux. C'est ça qui est génial avec les progressive web apps. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous êtes sur votre téléphone, par exemple, alors moi j'ai un Android, donc c'est un petit droïde qui s'affiche en haut. Sur Apple, il y a un autre truc à peu près similaire qui va vous proposer d'installer le site. C'est un peu bizarre, mais on peut installer des sites web. En fait, ça ne fait rien d'autre que de télécharger le site, comme ce que vous venez de faire, en allant sur l'URL, mais ça l'installe sur votre téléphone. Un petit peu comme les liens, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, mais on pouvait prendre un lien d'un navigateur et le mettre sur son
Voilà, un peu comme le bookmark, exactement. Mais là, c'est l'étape suivante parce qu'en fait, le code est encapsulé dans le téléphone. Ça a été très compliqué. Hein. En fait, toutes les RFC du WPA existent depuis longtemps, mais bien sûr, Apple ne voulait pas les valider. On imagine bien pourquoi. Ils ont fini il y a 1 an à peu près, et encore, ça a été compliqué, mais ils ont fini par les accepter. Alors, le contenu, non. Alors, tout le HTML du site, si. Des datas comme, je ne sais pas moi, un paiement, par exemple, il va forcément avoir besoin de faire un call au serveur pour valider la carte bleue et ainsi de suite. Mais par exemple, on pourrait imaginer un site comme Wikipédia, par exemple, qui s'installerait pratiquement entièrement sur le téléphone, et on pourrait dire, bah, tiens, télécharge-moi toute la partie sur tel sujet qui m'intéresse. Il y a 2 ans, je crois, j'allais prendre un avion, j'étais en train de coder, et je savais que j'allais avoir besoin de doc. J'ai trouvé un site qui permettait de télécharger dans son navigateur toute la doc. Génial. Donc on est en offline et on n'a plus besoin. Et j'y accède comme si j'étais sur le site. En termes d'UX, c'est assez fort. Parce qu'en fait, on vient de s'affranchir de toute la partie serveur, sauf sur des moments un petit peu particuliers. Ouais. Pour l'instant, c'est encore très léger. Bon, alors, notre concurrent principal n'utilise que ça, par exemple. Après, ça se fait petit à petit. Wikipédia, enfin tout l'open source va offrir ce genre de fonctionnalité. Parce qu'en réalité, offrir ces fonctionnalités, c'est vite fait, c'est un manifeste, enfin, c'est un petit fichier à mettre quelque part et les navigateurs le comprennent. Voilà. Bon, après toutes ces considérations tech, on va dire, on va essayer de parler un petit peu de quels sont les avantages. Et vous allez voir qu'il y a peu d'avantages techniques en fait à faire ce genre de choses. Pour moi, l'avantage vraiment le plus important, c'est le vrai cross-platform. C'est-à-dire que c'est fini de se dire « Ah, il y a du iOS, ah, il y a du web, ah, il y a de l'Android ». Là, on arrive sur un vrai système interopérable, vraiment interopérable. Du coup, on code une seule fois pour tous, ce qui est quand même agréable. Moi, en tant que CTO, ça m'évite d'avoir 15 teams. J'en ai une qui fait du back-end, une qui fait du front, et on n'a pas une team Android, une team iOS, une team web, et j'en passe. L'avantage de l'affranchissement des plateformes, c'est qu'on peut mettre à jour le code sans passer par les stores. Ça, c'est assez fort. Ça veut dire que je peux deploy une nouvelle version tous les jours sans demander à Apple son consentement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des bugs sur une application qui vient de sortir et là, on vous dit « Ah, bah, faut attendre 3 jours le temps qu'Apple valide ». Bah, c'est fini. Au moins pour une grosse partie. Pour moi, je pense que c'est aussi plus simple d'imposer son image de marque, ce qui, d'un point de vue marketing, est essentiel. Ça permet de s'affranchir complètement des designs imposés par les plateformes. Et puis surtout, alors ça c'est une vraie considération de CTO, mais c'est la réutilisation des compétences web. C'est difficile de trouver des développeurs Android, trouver des développeurs iOS, non. J'ai une équipe web, ils savent en général faire du JavaScript, du HTML et du CSS, et on va pouvoir réutiliser ces compétences-là pour les faire coder. Ce qui aussi simplifie au niveau business énormément les recrutements, les gestions de compétences et ce genre de choses. Alors en termes d'inconvénients, c'est des vrais inconvénients tech, donc ça compte pas. Des performances. C'est vrai que on rajoute des couches sur des couches, donc forcément on est un peu plus lent. On va consommer un peu plus de batterie. Je crois que la première application que j'avais faite sur ces technos-là, on sentait le téléphone qui chauffait. C'est pas une bonne nouvelle en général. Bon, je vous rassure, c'est fini, on a pas mal bossé sur le sujet, mais voilà. L'accès au matériel, c'est-à-dire que forcément, à un moment donné, on va avoir envie peut-être, je sais pas moi, d'accéder au GPS, d'accéder à plein de fonctionnalités. Et pour ça, il va falloir quand même coder un petit peu en natif. Alors, heureusement, l'open source est là pour nous aider, mais quand même. Et puis, le test, parce que on se retrouve à devoir tester des tas de configurations différentes, un peu dans tous les sens, avec des choses, on va dire, non spécialisées.
du coup des problèmes que l'on va avoir sur Android, pas sur iOS, mais si on fixe Android, on casse iOS, ce genre d'histoire. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? Donc comme je disais, la réactivité du déploiement et le coût de développement. Je suis assez persuadé qu'en termes de coût de développement, on a dû diviser par 2 le sujet. C'est aussi l'opportunité d'une refonte graphique par morceau. Alors ça, c'est un peu spécifique à notre société, mais quand je suis arrivé, on avait déjà un site web qui était fonctionnel et des clients et ainsi de suite, mais qui avait une interface, on va dire ce qu'elle était, qui avait besoin en tout cas d'être repensée et refaite. Et l'avantage de faire ce changement de techno, c'est que ça nous a permis de le faire, mais doucement, morceau par morceau, et pas refaire tout le projet d'un coup, ce qui est toujours long, parce que ça veut dire grand tunnel de développement, et les grands tunnels de développement, personne n'aime ça. Et puis l'UX cross-platform, qui permet une fluidité de l'utilisateur. Pour moi, le vrai intérêt de ces choses-là, d'un point de vue business et marketing, c'est le côté, l'utilisateur ne sent plus qu'il a changé de plateforme. Et pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'on s'en fiche. L'utilisateur, il n'en sait rien. Il est sur Chrome, sur machin. Il ne veut pas le savoir, d'ailleurs. Ce n'est pas son sujet. Lui, ce qu'il veut, c'est s'entraîner au code de la route. Donc, s'il était sur un navigateur chez lui, ensuite, il sort son téléphone, il veut continuer la série de codes qu'il a commencé. Et il veut pas avoir une interface qui a changé parce qu'il était sur son navigateur et puis là, il a ouvert l'app. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça devrait être différent? Il est sur le même écran, ça se trouve. Donc, c'est l'avantage de ces solutions-là, c'est que ça permet cette fluidité, vraiment quelque chose de tranquille pour l'utilisateur, et il n'a pas à savoir. Le sujet technique disparaît. Ce qui est, j'ai envie de dire, le fondement de mon métier, c'est que la technique soit plus un problème. Voilà, j'ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop long. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Du coup, j'ai quand même une question sur les autres problématiques sur le search. Vous avez du coup testé AMP, enfin ça n'a rien à voir avec les Progressive Web, mais du coup vous avez testé ou pas ce format Google? J'ai pas entendu. Le format AMP de Google. Le format AMP, alors moi je n'ai pas testé moi-même. En fait, le principe est le suivant, c'est que on rentre dans les vrais sujets du cloud, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on va aller stocker du HTML, du CSS chez Google, et que Google va render au moment opportun. Ça a beaucoup d'avantages en termes de performance et ce genre de choses. C'est aussi très novateur puisqu'on tombe sur un peu ce qu'on appelle le serverless, qui est, on va dire, le futur de ce qu'on fait. Moi, je ne l'ai pas testé moi-même. Je suis persuadé que Google doit donner beaucoup de bonus de référencement si on utilise ça. Maintenant, vous l'aurez compris, en général, j'aime pas être trop dépendant des autres, surtout quand ils sont gros. Donc, j'ai plutôt tendance à m'éloigner de ce genre de choses. Voilà. Super, merci beaucoup. De toute façon, il y a un cocktail juste après, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Deuxième case avec le Bon Gustave et Clémence Durieux, donc Retail and Mobile. Comment le Bon Gustave bouscule le marché vinicole? Bonsoir à tous. Ça va être beaucoup moins tech et beaucoup plus utilisateur. C'est peut-être pas mal de faire ça juste avant le cocktail. Donc je suis Clémence Durieux, la fondatrice et la dirigeante de la société Le Bon Gustave. Et chez Le Bon Gustave, notre ambition, c'est de transformer la façon dont les Français vont acheter leur vin. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a lancé la première conciergerie digitale du vin en France. Cette conciergerie, elle est accessible gratuitement via notre application smartphone, qui est téléchargeable sur iOS, sur Android, et aussi via notre site internet lebongustave.fr. Alors concrètement, c'est très simple. Imaginez-vous dans un restaurant, dans un bar à vin, chez des amis, vous buvez une super bonne bouteille de vin et vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien en avoir quelques-unes dans ma cave, comment est-ce que je fais ?» Eh bien, c'est ce que nous faisons chez Le Bon Gustave. On vous permet de racheter très très facilement ces bouteilles de vin. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est prendre la photo de l'étiquette, vous nous l'envoyez via notre application smartphone ou le site internet éventuellement. Nous, on s'occupe de retrouver le vin pour vous, on vous propose un devis et vous êtes livré chez vous sous 48-72 heures. De notre côté, comment ça se passe?
On a développé un back-office spécialement pour réceptionner vos demandes. Et donc, on a des dénicheurs de vin qui sont en interne, qui sont spécialisés en vin, qui ont pour mission de retrouver vos bouteilles le plus rapidement possible, au meilleur prix, et si possible directement chez le producteur pour avoir d'une part la sécurité de la conservation de la bouteille, mais aussi d'avoir le meilleur tarif. Ce dénicheur, il vous propose un devis qui est complètement personnalisé et il vous accompagne tout au long de l'achat de votre bouteille jusqu'à la logistique, puisque la logistique est complètement internalisée chez nous. L'idée, c'est un peu contradictoire avec le digital, c'est vraiment de remettre cet humain qui manquait notamment dans l'univers du vin, remettre cet humain dans l'achat, au cœur de l'achat du vin, qui est en fait un achat qui est profondément relationnel et où il y a besoin de ce caractère humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, si vous cherchez cette bouteille que vous avez bien aimée, il n'y a pas vraiment de solution. Les solutions qu'on pourrait imaginer, ça serait de faire le tour des cavistes de la ville ou bien d'explorer le monde du web. Le souci, c'est que sur Internet, vous retrouverez seulement 20% de ces vins que vous avez bien aimés. Et puis, vous allez surtout retrouver beaucoup de sites, beaucoup d'informations. La même bouteille a des prix différents. Et si vous n'avez pas vraiment l'habitude d'acheter du vin sur Internet, ça peut être un peu compliqué. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'achat du vin en France connaît une croissance qui est énorme depuis 2009. On est à plus de 30% par an depuis 2009 et ça continue de grimper. Et la deuxième chose qui est encore plus intéressante pour nous, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui achètent leur vin via une application smartphone. Donc on s'est dit qu'on allait pas s'en priver, que finalement c'était un bon moyen. Et surtout parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on est là avec notre consommateur dans son smartphone, donc on est présent au moment de consommation, on est présent vraiment dans sa vie. Ce qui est important, c'est que chez Le Bon Gustave, ce qu'on a cherché à faire, c'est réunir deux très grosses tendances de consommation qu'on voit à la fois dans le vin, mais aussi dans la gastronomie en général. La première grosse tendance, c'est que on cherche tous à faire des achats qui sont simples, qui sont rapides. On n'a plus le temps, on veut du tout de suite. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu proposer à nos clients. La deuxième chose, c'est qu'on retourne beaucoup au local. On veut savoir ce qu'on achète, à qui on l'achète. Et ce que nous, on permet, c'est de racheter un vin que vous connaissez. Donc vous êtes de façon très très rapide capable de racheter une bouteille que vous connaissez et que vous allez acheter au direct, au plus proche du producteur. Donc vous avez vraiment une information sur la provenance. Alors comment est-ce qu'on bouscule le marché du vin ? La première chose qu'on fait, c'est qu'on a cherché à créer une toute nouvelle expérience d'achat. À l'époque, si vous vouliez acheter du vin à un vigneron, ce qu'il fallait, c'était déjà trouver les coordonnées du vigneron, l'appeler, qu'il décroche, qu'il ne soit pas dans ses vignes. Il vous envoyait un bon de commande par la poste, bon de commande auquel vous répondiez par un chèque par la poste. Une fois que le vigneron réceptionnait votre bon de commande et votre chèque, il encaissait votre chèque, il s'assurait que votre chèque était bien débité, et puis ensuite, il vous envoyait le vin par transporteur qui vous appelle et qui vous dit « Demain, je vous livre entre 9h et 19h. Prenez votre journée pour 6 bouteilles. » Ce qu'on a vraiment voulu faire chez nous, c'est fluidifier cette expérience d'achat, vraiment la raccourcir, et la rendre agréable. Aujourd'hui, chez nous, vous rachetez cette bouteille en 2 clics. Le premier, c'est j'envoie mon devis. Le deuxième, c'est je valide mon devis. Et ensuite, on a complètement intégré la logistique pour vraiment faciliter cette partie-là qui est souvent contraignante pour tout le monde. Et donc, on travaille avec DHL qui vous permet de vous faire livrer à l'adresse de votre choix, soit chez vous, soit au bureau, soit chez des amis, et de vous faire livrer en point relais si éventuellement vous n'étiez pas disponible. La deuxième chose, c'est qu'on a complètement repensé le cycle d'achat du vin. Aujourd'hui, en fait, chez nous, on n'a pas vraiment de vin à vendre. Si vous allez chez un caviste, si vous allez dans une grande surface, vous avez un vrai catalogue avec plein de bouteilles et vous ne savez pas forcément quoi acheter. Sur notre site, il n'y a pas de vin à vendre. Vous venez avec une demande, ce qui veut dire qu'on a un client qui est systématiquement entrant avec une demande et une volonté de rachat.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un taux de transformation de nos devis qui est très très important pour du e-commerce, puisqu'en fait, on a déjà un client qui rentre avec cette volonté d'achat. Donc aujourd'hui, nous, on a un devis sur 3 qui est transformé, c'est-à-dire qu'un devis sur 3 qui sort de chez nous est payé par notre client. On explose vraiment tous les chiffres du e-commerce. Et ça, c'est effectivement dû au fait qu'on a cette demande entrante et aussi qu'on a vraiment un contexte relationnel qui est important avec le dénicheur. Il y a une vraie relation humaine qui se fait et qui est rendue possible grâce au mobile, puisqu'en fait, encore une fois, on est présent au moment de la dégustation, on est dans la poche de notre utilisateur. Et ça, pour nous, c'est très, très important. Donc ça, pour nous, c'est plutôt confortable de savoir que les gens qui viennent chez nous sont des gens qui sont prêts à acheter. Ils poussent la porte du magasin, mais ils ne sont pas là pour regarder, ils sont vraiment là pour acheter. On a quand même pas mal d'enjeux. Ça fait 3 ans et demi que l'entreprise existe. Et si vous regardez un petit peu sur le smartphone, l'application d'aujourd'hui ne ressemble pas tout à fait à ce que je vous montre là. Nous, notre gros enjeu, c'est vraiment d'être intégré au moment de la consommation de notre utilisateur. Aujourd'hui, on reçoit à peu près 150 demandes par mois. On a des clients qui sont très satisfaits du service, qui reviennent. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on arrive à créer ce réflexe. Comme on a tous le réflexe de prendre en photo ce qu'on aime manger, ce qu'on aime boire. Là, l'idée, c'est que quand vous appréciez un vin, vous pensiez au bon Gustave. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions, justement pour répondre à ça et pour faire en sorte qu'on arrive à créer cette relation forte avec notre client. Et c'est notamment passé par la création d'une nouvelle charte graphique et d'une nouvelle application avec un nouveau parcours. Pourquoi ? Parce que déjà, on voulait recréer ce lien humain qui manquait encore un petit peu dans l'application précédente pour que vous pensiez à cet humain qui devient vraiment votre ami, votre partenaire de dégustation. On crée plus d'occasions de se connecter pour que vous vous souveniez de nous plus souvent. Parce qu'en fait, notre client aujourd'hui, la seule raison pour laquelle il fait appel à nous, c'est parce qu'il veut une bouteille. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est qu'il pense à nous tout le temps quand il boit du vin. Donc on a réfléchi à créer de nouvelles occasions avec de nouvelles fonctionnalités. Et puis ensuite, on a essayé de recréer cette chaleur pour créer un attachement à notre marque et à notre service, parce qu'on se définit avant tout comme une entreprise de service et pas une entreprise de vin. Donc voilà un petit peu comment on travaille aujourd'hui. La route est longue, mais c'est vrai que c'est très intéressant. On se rend bien compte qu'on est face à tous les enjeux qui ont été cités tout à l'heure sur le mobile. On se pose exactement la même question. Et aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse. On teste énormément de choses et c'est vraiment en testant qu'on arrive à trouver nos solutions. Est-ce que vous avez des questions ?